Chapitre 6. Après l'échange des anneaux, un des officiants étendit devant le lutrin, au milieu de l'église, une étoffe de soie rose. Le chœur entonna un psaume d'une exécution délicate, où la basse et le ténor s'interpellaient, et le prêtre, en se retournant, désigna au nouveau marié l'étoffe rose étendue sur le sol. Quoiqu'ils eussent entendu parler l'un et l'autre bien des fois de la superstition qui veut que celui qui pose le premier le pied sur le tapis soit le chef de famille, ni Lévin ni Kitty ne purent s'en souvenir lorsqu'ils firent ces quelques pas. Ils n'entendirent pas non plus les remarques qu'on faisait autour d'eux à haute voix. Les uns prétendaient que c'était lui qui avait posé le pied le premier sur le tapis, les autres qu'ils l'avaient posé tous les deux en même temps. Après les questions rituelles sur leur désir de contracter mariage et l'assurance qu'ils n'avaient point fait promesse à d'autres personnes, et après les réponses qui sonnèrent de façon étrange à leurs propres oreilles, commença un nouvel office. Kitty écoutait les paroles des prières en essayant d'en saisir le sens, mais n'y parvenait point. Un sentiment de triomphe et d'allégresse envahissait son âme avec une force de plus en plus grande à mesure que la cérémonie se déroulait, et la rendait incapable de fixer son attention. On pria pour que le Seigneur accordât aux nouveaux époux la chasteté et la fécondité, et pour qu'ils se réjouissent à la vue de leurs fils et de leurs filles. On rappela que Dieu avait créé la femme avec une côte d'Adam. Aussi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une seule chair. C'est là un grand sacrement. On pria pour que Dieu les bénît, comme il avait béni Isaac et Rebecca, Joseph, Moïse et Séphora, et pour qu'ils vissent les fils de leurs fils. Tout cela est parfait, songeait Kitty, en écoutant ces paroles. Il ne saurait en être autrement. Et un sourire radieux, qui se communiquait malgré eux à tous ceux qui la regardaient, illuminait son visage. « Posez-la » entendit-on, lorsque le prêtre éleva les couronnes au-dessus de leur tête, et que Shtcherbatsky, dont la main tremblait dans son gant à 3 boutons, en tint une en l'air au-dessus de Kitty. « Mettez-la moi » lui murmura-t-elle en souriant. Lévin se retourna vers elle et fut frappé de ce rayonnement d'allégresse qui se voyait sur son visage. Ce sentiment se communiqua à lui involontairement. Il se sentit, comme elle, heureux et gai. Ils eurent plaisir à écouter la lecture de l'épître et le roulement de la voix de l'archidiacre au dernier verset, si impatiemment attendu par toute l'assistance. Ils burent gaiement à la coupe le vin rouge, tiède, mélangé d'eau, et se sentirent encore plus joyeux lorsque le prêtre, leur jetant sa chasuble, leur prit les mains dans les siennes et leur fit faire le tour du lutrin pendant que le diacre clamait « Isaïe, réjouis-toi !» Shtcherbatsky et Tchirikov, qui soutenaient les couronnes, souriaient aussi et semblaient enchantés tout en se prenant les pieds dans la traînée de la mariée et tantôt se laissaient distancer, tantôt se heurter au marié lorsque le prêtre s'arrêtait. L'étincelle de joie, allumée par Kitty, faisait le tour de l'assistance. Lévin avait l'impression que le prêtre et le diacre avaient envie de sourire comme lui. Après leur avoir ôté les couronnes, le prêtre lut la dernière prière et félicita les nouveaux époux. Lévin regarda Kitty. Jamais elle ne lui avait paru aussi belle. Elle était parée de ce nouveau rayonnement de bonheur qui se voyait sur son visage. Lévin voulut dire quelque chose, mais il ne savait pas si c'était fini. Le prêtre le tira d'embarras. Il lui adressa un bon sourire et lui dit d'une voix douce « Embrassez votre femme, et vous, embrassez votre mari. » Et il reprit les cierges. Lévin baisa avec précaution les lèvres souriantes de Kitty.
lui offrit son bras et, sentant entre eux un étrange rapprochement, sortit de l'église. Il ne croyait pas, ne pouvait pas croire que c'était vrai. Ce fut seulement lorsque leurs regards étonnés et intimidés se croisèrent qu'il put le croire, car il sentit que désormais il ne faisait plus qu'un. Après le souper, le jeune ménage partit le soir même à la campagne. Chapitre 7. Anna et Vronsky voyageaient déjà depuis 3 mois en Europe. Ils avaient visité Venise, Rome, Naples et venaient d'arriver dans une petite ville italienne où ils comptaient séjourner quelque temps. Un imposant maître d'hôtel, avec des cheveux épais et pommadés, séparés par une raie qui commençait dans le cou, en habit et plastron de batiste, son ventre arrondi garni de breloques, répondait en clignant des yeux d'un air méprisant, les mains dans ses poches, aux questions que lui posait un monsieur. En entendant des pas sur le perron, il se retourna et aperçut le comte russe qui occupait le meilleur appartement de l'hôtel. Il sortit alors respectueusement les mains de ses poches, s'inclina et lui annonça qu'il avait du courrier et que l'intendant du palazzo, au sujet duquel on était en pourparlers, consentait à signer le bail. « Ah, très bien, » dit Vronsky. « Madame est-elle à la maison ?»« Madame est allée se promener, mais elle vient de rentrer, » répondit le maître d'hôtel. Vronsky ôta son chapeau mou à larges bords et essuya de son mouchoir son front en sueur et ses cheveux demi-longs rabattus en arrière pour dissimuler sa calvitie. Il jeta un regard distrait sur le monsieur qui restait là et l'observait et voulut passer son chemin. « Monsieur est russe et vous a demandé, » dit le maître d'hôtel. Avec un sentiment complexe, fait de la contrariété de ne pouvoir jamais échapper à ses relations et du désir de trouver une distraction dans la monotonie de son existence, Vronsky se retourna encore une fois vers le monsieur et, au même moment, leurs yeux à tous deux s'illuminèrent. « Golenishtchev ? Vronsky !» C'était en effet Golenishtchev, un camarade de Vronsky au corps des pages. Il y appartenait au clan libéral et en était sorti avec un grade civil sans chercher à faire carrière. Ils s'étaient perdus de vue depuis leur sortie de l'école et ne s'étaient rencontrés qu'une fois. Lors de cette rencontre, Vronsky avait compris que Golenishtchev avait choisi une activité libérale de haute volée qui l'amenait à mépriser l'état de Vronsky. Aussi, Vronsky lui avait opposé ces manières froides et hautaines qu'il savait si bien montrer et dont le sens était « Ma façon de vivre peut vous plaire ou vous déplaire, cela m'est parfaitement égal. Vous devrez me marquer des égards si vous désirez rester en relation avec moi. » Ce ton avait laissé Golenishtchev dédaigneux et indifférent. Cette rencontre aurait dû les éloigner l'un de l'autre à tout jamais. Cependant, leurs visages s'étaient éclairés et il leur avait échappé une exclamation de joie lorsqu'ils s'étaient reconnus. Vronsky ne s'attendait nullement à éprouver tant de plaisir à retrouver Golenishtchev, mais c'était sans doute parce qu'il ne se rendait pas compte lui-même à quel point il s'ennuyait. Il avait oublié la pénible impression de leur dernière entrevue, et ce fut avec un visage ouvert et heureux qu'il tendit la main à son ancien camarade. La même expression joyeuse étendit le visage auparavant inquiet de Golenishtchev. « Comme je suis heureux de te rencontrer, » dit Vronsky, en montrant dans un sourire amical ses belles dents blanches. « J'entendais parler d'un Vronsky, mais je ne savais pas que c'était toi. Je suis enchanté. Entre donc. Que fais-tu ici ? » ?»« Je suis ici depuis plus d'1 an. Je travaille. »« Ah !» dit Vronsky avec intérêt. « Entre donc. » Et, suivant la coutume propre aux Russes,
Il reprit la parole en français afin de ne pas être compris des domestiques. « Connais-tu Madame Karénine ? Nous voyageons ensemble. Je vais chez elle, » lui dit-il en français, tout en observant avec attention le visage de Golenishtchev. « Ah, je l'ignorais, » répondit Golenishtchev d'un ton indifférent. Il ne l'ignorait nullement. « Y a-t-il longtemps que tu es arrivé ?» ajouta-t-il. « Moi ? Il y a 3 jours, » répondit Vronsky, qui observait toujours le visage de son ami. « Oui, c'est un homme bien élevé, et qui voit les choses sous leur véritable jour, » se dit Vronsky, en appréciant la façon dont Golenishtchev avait changé de conversation. « On peut le présenter à Anna, il comprend les choses. » Vronsky, pendant ces 3 mois passés avec Anna à l'étranger, se demandait toujours, lorsqu'il rencontrait des gens nouveaux, comment ceux-ci regardaient ses relations avec Anna, et, la plupart du temps, trouvait dans les hommes la compréhension qu'il fallait. Mais si on lui avait demandé, ainsi qu'à ces gens, en quoi consistait cette compréhension, ils eussent tous été bien embarrassés. Au fond, ceux qui, de l'avis de Vronsky, comprenaient les choses comme il fallait, ne les comprenaient pas du tout, mais se comportaient d'une façon générale comme se comportent des gens bien élevés en face des questions complexes et insolubles auxquelles on se heurte à chaque pas dans l'existence. Ils observaient une réserve discrète, évitaient les allusions et les questions désagréables. Ils faisaient mine de comprendre parfaitement la situation, de l'accepter et même de l'approuver, mais tout en estimant superflu et déplacé de s'expliquer. Vronsky devina tout de suite que Golenishtchev se rangeait parmi ces gens-là. Aussi fut-il doublement content de l'avoir retrouvé. Et, de fait, Golenishtchev se conduisit avec Madame Karénine, une fois introduit auprès d'elle, exactement comme l'eût désiré Vronsky. Il évitait sans le moindre effort tous les sujets gênants. Il ne connaissait pas Anna et fut frappé par sa beauté, et plus encore par la simplicité avec laquelle elle acceptait sa situation. Elle rougit lorsque Vronsky lui présenta Golenishtchev, et cette rougeur enfantine qui envahit son beau visage franc le séduisit à l'extrême. Mais il fut surtout charmé de l'entendre aussitôt, comme pour éviter tout malentendu en sa présence, appeler Vronsky Alexis et raconter qu'ils allaient s'installer dans une maison qu'ils venaient de louer et qui, ici, se nommait Palazzo. Cette attitude simple et directe le conquit. Devant cette femme énergique, affable et gaie, Golenishtchev, qui connaissait Alexis Alexandrovitch Vronsky, sentit qu'il lui donnait raison. Il lui semblait comprendre ce qu'elle n'avait jamais pu comprendre elle-même, qu'après avoir fait le malheur de son mari, après l'avoir abandonné ainsi que son fils et perdu sa réputation, elle put se sentir heureuse, énergique et gaie. « Il est dans le guide, » dit Golenishtchev, lorsque Vronsky lui dit le nom de son palazzo. « Il y a là un magnifique tintoret, dernière manière. Écoutez, il fait un temps splendide. Si nous allions y jeter encore un œil, » dit Vronsky en se tournant vers Anna. « Très volontiers. Je vais tout de suite mettre mon chapeau. Vous dites qu'il fait chaud ?» dit-elle en s'arrêtant sur le pas de la porte et en jetant à Vronsky un regard interrogateur. À nouveau, une vive rougeur envahit son visage. Vronsky comprit à son regard qu'elle ignorait quelle relation il désirait avoir avec Golenishtchev et qu'elle craignait de ne pas s'être conduite comme il fallait. Il lui répondit par un long regard tendre. « Non, pas très chaud, » dit-il. Anna crut avoir deviné qu'il était content d'elle. Elle lui sourit et sortit d'un pas rapide. Les 2 amis se regardèrent et leurs visages exprimèrent la confusion.
Golenishtchev, visiblement charmé, ne trouvait pas de mots pour exprimer son admiration. Et Vronsky désirait et redoutait tout à la fois de l'entendre parler d'Anna. Alors, reprit Vronsky pour entamer un autre sujet. Tu t'es installé ici? Tu te consacres toujours aux mêmes travaux? Poursuivit-il, en se rappelant qu'on lui avait dit que Golenishtchev écrivait quelque chose. Oui, j'écris la seconde partie des deux principes, dit Golenishtchev, qui rougit de plaisir à cette question, ou plutôt, pour être exact, je ne l'écris pas encore, mais je la prépare. Je rassemble les matériaux. Elle sera beaucoup plus vaste et embrassera presque tous les problèmes. Chez nous, en Russie, on ne veut pas comprendre que nous sommes les héritiers de Byzance, dit-il, commençant une longue démonstration enflammée. Vronsky se sentit d'abord mal à l'aise, car il ignorait le premier article traitant des deux principes, et dont son auteur lui parlait comme d'un texte célèbre. Mais lorsque Golenishtchev lui eut exposé ses idées et que Vronsky put le suivre, sans connaître les deux principes, il écouta avec un certain intérêt, car Golenishtchev parlait bien. Il fut par contre surpris et peiné de l'excitation que Golenishtchev montrait en faisant son exposé. Ses yeux étincelaient, son débit se précipitait en répondant à des adversaires imaginaires, et son visage prenait une expression inquiète et outragée. Vronsky, qui se souvenait de Golenishtchev comme d'un enfant vif, chétif, plein de bonne volonté et de nobles sentiments, et toujours premier, ne pouvait comprendre les causes de cette irritation, et la désapprouvait. Ce qui le choqua surtout, ce fut que Golenishtchev, homme du meilleur monde, se plaça au même rang que ces écrivailleurs qui l'exaspéraient, et se mit en colère contre eux. Cela en valait-il la peine? Ceci déplut à Vronsky. Mais il sentait que Golenishtchev était malheureux, et en éprouva de la pitié. Cette tendresse, cette détresse, proche de la folie, se lisait sur ce visage mobile et assez beau, tandis que, sans même remarquer l'entrée d'Anna, il continuait à exposer ses idées avec volubilité. Lorsqu'Anna, en chapeau et pèlerine, s'arrêta à côté de lui en jouant avec son ombrelle d'un mouvement vif de la main, Vronsky s'arracha avec un sentiment de soulagement au regard angoissé de Golenishtchev fixé sur lui avec insistance, et porta les yeux avec amour sur sa gracieuse amie, rayonnante de vie et de bonheur. Golenishtchev se ressaisit avec peine et fut, pendant les premières minutes, sombre et mélancolique. Mais Anna, aimablement disposée envers tout le monde, comme elle l'était à cette époque, le ranima bientôt par ses manières simples et enjouées. Après avoir essayé différents sujets, elle l'amena à la peinture, dont il parlait fort bien, et l'écouta avec attention. Ils allèrent à pied jusqu'à la maison qu'ils venaient de louer, et en firent le tour. « Ce qui me fait plaisir, dit Anna à Golenishtchev, tandis qu'ils étaient sur le chemin du retour, c'est qu'Alexis aura un bel atelier. Il faut absolument que tu prennes cette chambre, dit-elle à Vronsky en russe, et en lui disant « tu », car elle avait déjà compris que Golenishtchev, dans leur solitude, deviendrait un de leurs intimes, et qu'il n'était pas besoin de dissimuler devant lui. « Tu peins » dit Golenishtchev en se tournant vivement vers Vronsky. « Oui, j'ai peint autrefois. Et je m'y remets un peu maintenant, dit Vronsky en rougissant. Il a beaucoup de talent, dit Anna avec un sourire radieux. Je ne suis pas bon juge, évidemment, mais c'est l'avis des connaisseurs. Chapitre 8.
Anna, dans cette première période de sa délivrance et de sa guérison, se sentit impardonnablement heureuse et pleine de joie de vivre. Le souvenir du malheur de son mari n'empoisonnait pas son bonheur. D'une part, ce souvenir était trop affreux pour qu'on y pensât, et de l'autre, le malheur de son mari lui avait donné un trop grand bonheur pour qu'elle pût éprouver du remords. Le souvenir de tout ce qui était arrivé après sa maladie, sa réconciliation avec son mari, la rupture, la nouvelle de la blessure de Vronsky, sa réapparition, les préparatifs de divorce, le départ de la maison conjugale, les adieux à son fils. Tout ceci lui semblait du délire, et elle n'en était sortie qu'une fois seule à l'étranger avec Vronsky. Le souvenir du mal causé à son mari éveillait en elle un sentiment parent du dégoût et semblable au sentiment qu'éprouverait un homme en train de se noyer et qui s'est débarrassé du compagnon qui s'accrochait à lui. Ce compagnon s'était noyé. Sans doute était-ce mal, mais c'était l'unique salut, et il valait mieux ne pas évoquer ces horribles détails. Un apaisement lui était venu dès la première minute de leur rupture, et lorsqu'elle se remémorait le passé, elle se reportait à cet instant. Elle s'était dit alors : « C'était inévitable que je fisse le malheur de cet homme, mais je ne veux pas tirer profit de son infortune. Je souffre, moi aussi, et je continuerai à souffrir. Je me prive de ce que je chéris le plus au monde, ma réputation d'honnête femme et mon fils. J'ai mal agi, aussi, je ne veux pas du bonheur. Je refuse le divorce et je souffrirai d'être déshonoré et séparé de mon fils. » Mais, si sincère que fût le désir d'Anna de souffrir, elle ne souffrait pas. Elle ne connaissait nulle honte. Avec le tact qu'ils avaient tous les deux, ils évitaient à l'étranger toutes les rencontres qui eussent pu les mettre dans une fausse position, et ils voyaient partout des gens qui faisaient semblant de comprendre leur situation beaucoup mieux qu'ils ne la comprenaient eux-mêmes. La privation de son fils, qu'elle aimait, ne la fit pas non plus souffrir les premiers temps. La petite fille de Vronsky était si gracieuse, et Anna s'y était tellement attachée depuis qu'elle n'avait plus que cet enfant, qu'elle pensait rarement à son fils. Les exigences de la vie, développées par son retour à la santé, étaient si fortes, et les conditions dans lesquelles elle vivait si neuves et si attrayantes, qu'Anna se sentait impardonnablement heureuse. Plus elle connaissait Vronsky, plus elle l'aimait. Elle l'aimait pour lui-même et pour l'amour qu'il lui portait. La complète possession de cet homme lui procurait une joie de tous les instants. Sa présence lui était toujours agréable. Tous les traits de son caractère, qui lui devenaient de plus en plus familiers, la charmaient. Son changement de tenue, il avait quitté l'uniforme, la séduisait comme une jeune amoureuse. Dans tout ce qu'il disait, pensait et faisait, elle voyait la marque de l'originalité, de la noblesse et de la grandeur. Sa propre exaltation l'effrayait souvent elle-même. Elle cherchait et ne pouvait trouver en lui quelque chose qui ne fût pas admirable. Elle n'osait lui laisser voir la conscience de sa propre insignifiance à côté de lui. Il lui semblait que, s'il le savait, il se détacherait d'elle rapidement. Or, elle ne craignait rien tant, quoique rien ne pût lui faire redouter que de perdre son amour. Mais elle ne pouvait pas ne pas lui être reconnaissante de sa conduite envers elle et ne pas lui montrer qu'elle l'appréciait à son juste prix. Jamais il n'avait témoigné le moindre regret de lui avoir sacrifié une carrière politique, où, selon elle, il aurait pu jouer le rôle de premier plan auquel le destinait une vocation très précise. Jamais il n'avait été si amoureux, ni si respectueux, et le souci de lui épargner tous les désagréments de sa position l'occupait constamment.
Cet homme si viril, non seulement ne la contrariait en rien, mais abdiquait devant elle et ne semblait inquiet que de prévenir ses désirs. Elle ne pouvait pas ne pas y être sensible. Quoique la sollicitude et les attentions constantes dont il l'entourait lui pesassent parfois. Vronsky, lui, malgré l'accomplissement de ce qu'il avait désiré si longtemps, ne pouvait être parfaitement heureux. Il sentit bientôt que la réalisation de ses désirs ne lui donnait qu'un grain de sable de la montagne de bonheur qu'il avait rêvé. Il comprenait l'éternelle erreur que commettent les gens en croyant que le bonheur est la réalisation de leurs désirs. Pendant la première période de vie commune qui suivit sa démission, il savoura le charme d'une liberté qu'il n'avait jamais connue et en fut content. Mais ce fut de courte durée. Il sentit bientôt qu'au fond de son âme surgissait le désir des désirs, l'ennui. Indépendamment de sa volonté, il se raccrochait au caprice le plus passager, en croyant y voir un désir et un but. Il lui fallait employer 16 heures de la journée, et il se trouvait à l'étranger, parfaitement libre, en dehors des conditions de la vie de société qui occupait son temps à Pétersbourg. Il ne fallait même plus songer au plaisir de la vie de célibataire qu'il goûtait jadis dans ses précédents voyages, car une tentative de ce genre, un souper avec des amis, avait provoqué chez Anna un désespoir inattendu, et hors de proportion avec l'événement. Ils ne pouvaient, étant donné la fausseté de leur position, avoir de relation ni avec la société de l'endroit, ni avec les Russes. Quant aux curiosités, outre qu'il avait déjà tout vu, il ne leur attribuait pas, en Russe et en homme d'esprit, cette importance incompréhensible qu'ont coutume de leur attribuer les Anglais. Tel un animal affamé qui se jette sur tous les objets qui se trouvent à sa portée en espérant y trouver une pâture, Vronsky, inconsciemment, se rabattait tantôt sur la politique, tantôt sur la lecture, tantôt sur la peinture. Comme dans son enfance, il avait montré des dispositions pour la peinture, et comme, ne sachant à quoi dépenser son argent, il avait commencé à se constituer une collection de gravures, il s'était arrêté à la peinture, consacrait une partie de son temps et reportait sur elle cet amas d'aspirations inassouvies qui réclamait une satisfaction. Il avait des dons de compréhension et d'imitation. Il crut posséder ce qui fait un artiste et, après s'être demandé quelque temps quelle sorte de peinture il allait choisir, peinture religieuse, historique, de genre ou réaliste, il se mit au travail. Il comprenait tous les genres et était capable de s'inspirer et des uns et des autres. Mais il ne soupçonnait pas qu'on pouvait ignorer totalement les différents genres de peinture et s'inspirer directement de ce qu'on avait en soi, sans s'inquiéter de savoir si ce qu'on peignait ressortait ou non à une école connue. Comme il l'ignorait et s'inspirait non de la vie elle-même, mais de ses incarnations dans l'art, il trouvait ses sujets rapidement et aisément, et arrivait aussi rapidement et aisément à faire une peinture très semblable au genre qu'il voulait imiter. L'école française, gracieuse et à effet, lui plaisait par-dessus tout. Il commença dans ce style un portrait d'Anna en costume italien, et ce portrait lui paraissait, ainsi qu'à tous ceux qui le voyaient, très réussi. Chapitre 9. Le vieux palazzo délabré, avec ses hauts plafonds à moulures, ses fresques, ses parquets de mosaïque,
ses lourds rideaux de brocart jaune devant les hautes fenêtres, ses vases sur les consoles et les cheminées, ses portes sculptées et ses galeries obscures décorées de tableaux. Le palazzo, lorsqu'ils s'y furent installés, entretint en Vronsky l'agréable illusion d'être non tellement un seigneur russe, colonel en retraite, qu'un amateur éclairé et un protecteur des arts, un peintre modeste qui avait renoncé au monde, à ses relations, à l'ambition pour l'amour d'une femme. Le rôle choisi par Vronsky après leur installation dans le palazzo le satisfit tout à fait, et lorsqu'ils eurent fait connaissance, par entremise de Golenishtchev, avec quelques personnalités intéressantes, il fut tranquille les premiers temps. Il peignait sous la direction d'un professeur italien des études d'après nature et étudiait le Moyen-Âge italien. Cette époque le séduisit à tel point, les derniers temps, qu'il se mit à porter, à la mode médiévale, un chapeau et une cape rejetés par-dessus l'épaule qui lui allaient fort bien. Nous ne savons rien de ce qui se passe, dit un matin Vronsky à Golenishtchev, qui était venu lui rendre visite. As-tu vu le tableau de Mikhaïlov ? Lui dit-il en tendant un journal russe qu'il venait de recevoir et en lui montrant un article sur un peintre russe habitant de la même ville qui venait de terminer un tableau dont on parlait depuis longtemps et qui avait été acheté d'avance. L'article reprochait au gouvernement et à l'Académie de laisser cet artiste remarquable sans secours. « Oui, je l'ai vu, » répondit Golenishtchev. Bien entendu, il n'est pas dénué de talent, mais ses tendances sont radicalement fausses. C'est toujours cette conception du Christ et de la vie religieuse qu'on trouve chez Ivanov, chez Strauss et chez Renan. « Que représente ce tableau ?» demanda Anna. « Le Christ devant Pilate. Le Christ a un type juif, et il est représenté avec tout le réalisme de la nouvelle école. » Et cette question, ayant amené à un de ses thèmes favoris, Golenishtchev continua. « Je ne comprends pas comment ils peuvent bien se tromper si grossièrement. Le Christ a un type bien défini dans l'art des maîtres anciens. S'ils veulent représenter non Dieu, mais un révolutionnaire ou un sage, qu'ils prennent Socrate, Franklin, Charlotte Corday, mais pas le Christ. Ils prennent le seul personnage auquel l'art ne devrait pas toucher. Et ensuite... Est-il vrai que ce Mikhaïlov soit dans un tel dénuement ? Demanda Vronsky, en songeant qu'en tant que mécène russe, il se devait de porter secours à cet homme. Que son tableau fût bon ou mauvais. Je le crains. C'est un remarquable portraitiste. Avez-vous vu son portrait de Madame Vassiltchikov ? Mais il paraît qu'il ne veut plus peindre de portraits. Peut-être est-ce pour cela qu'il est dans le besoin. Je disais que... Ne pourrait-on pas lui demander de faire le portrait d'Anna Arkadievna ? Dit Vronsky. Pourquoi le mien ? Dit Anna. Après le tien, je n'en veux pas d'autre. Plutôt celui d'Annie. C'est ainsi qu'elle appelait sa fille. La voici, ajouta-t-elle, en s'apercevant par la fenêtre la belle nourrice italienne qui venait de descendre l'enfant au jardin et qui jetait un regard à la dérobée du côté de Vronsky. Cette belle femme, dont Vronsky avait peint la tête pour son tableau, était l'unique chagrin caché de la vie d'Anna. Vronsky admirait sa beauté et son type médiéval, et Anna n'osait s'avouer qu'elle craignait être jalouse de cette nourrice, et que c'était pour cette raison qu'elle la comblait d'attention et de gâteries, ainsi que son petit garçon. Vronsky jeta lui aussi un coup d'œil par la fenêtre, et, rencontrant le regard d'Anna, se tourna aussitôt vers Golenishtchev. « Tu connais ce Mikhaïlov »
Je l'ai rencontré. C'est un original sans éducation. Vous savez, un de ces sauvages, comme on en rencontre maintenant souvent. Un de ces libres penseurs qui, d'emblée, ne nourrissent des principes de l'athétisme, de matérialisme et de négativisme. Autrefois, poursuit Golenishtchev, sans laisser Anna ni Vronsky placer un mot. Autrefois, le libre penseur était un homme élevé dans le respect de la religion, de la loi, de la morale, et c'était par la lutte et le travail qu'il parvenait à la libre pensée. Mais aujourd'hui, il est apparu par génération spontanée un nouveau type de libre penseur qui, sans même avoir entendu parler des lois morales et religieuses et de l'autorité, en viennent d'eux-mêmes à la négation de tout. En un mot, des sauvages. Il est du nombre. C'est, si je me souviens bien, le fils d'un majordome de Moscou, et il n'a reçu aucune instruction. Une fois qu'il est entré à l'académie et s'est fait une réputation, comme il n'est point sot, il a voulu s'instruire. Et il a eu recours à ce qui lui parut être la source de la culture, aux revues. Dans le bon vieux temps, un homme qui voulait s'instruire, un Français, mettons, aurait commencé à étudier tous les classiques. Théologien, tragique, historien, philosophe. Vous voyez l'énorme travail intellectuel qui l'attendait. Mais il est tombé chez nous sur la littérature subversive. S'est assimilé très rapidement un extrait de cette science négative, et c'est tout. Il aurait trouvé, il y a 20 ans, dans cette littérature des traces de la lutte contre l'autorité, contre les traditions séculaires. Il aurait compris qu'il y avait eu autre chose. Mais aujourd'hui, on ne daigne même pas discuter les conceptions du passé. On dit tout bonnement, il n'en est rien. Évolution, sélection, lutte pour la vie ont tout remplacé. Dans mon article, savez-vous, dit Anna qui, depuis un moment, échangeait des regards discrets avec Vronsky et savait que Vronsky ne s'intéressait pas à la formation de ce peintre, mais n'était occupé que de la pensée de lui venir en aide et de lui commander un portrait. Savez-vous, dit-elle, en interrompant résolument la péroraison de Golenishtchev, si nous allions chez lui? Golenishtchev se ressaisit et y consentit volontiers. Et comme le peintre vivait dans un quartier éloigné, ils décidèrent de prendre une voiture. 1 heure plus tard, Anna, Golenishtchev et Vronsky arrivaient en calèche devant une vilaine maison neuve d'un quartier lointain. Ayant appris par la femme du concierge que Mikhaïlov recevait dans son studio, mais que pour le moment il se trouvait dans son appartement à 2 pas de là, ils envoyèrent cette femme lui porter leur carte et lui demander l'autorisation de voir ses tableaux. Chapitre 10. Mikhaïlov, comme toujours, était au travail lorsqu'on lui apporta les cartes de visite du comte Vronsky et de Golenishtchev. Le matin, il avait travaillé dans son atelier à son grand tableau. En arrivant chez lui, il s'était fâché contre sa femme car elle n'avait pas su faire patienter la logeuse qui leur réclamait de l'argent. « Je t'ai déjà dit 20 fois de ne pas te lancer dans des explications. Tu es déjà assez bête, mais quand tu commences à t'exprimer en italien, tu l'es 3 fois plus, lui dit-il, après une longue dispute. Ne t'en prends pas à moi, ce n'est pas de ma faute. Si seulement j'avais de l'argent. Laisse-moi tranquille, pour l'amour de Dieu, s'écria Mikhaïlov, avec des larmes dans la voix, et, se bouchant les oreilles, il s'enfuit dans la pièce contiguë
où il travaillait et ferma la porte à clé. « Quel idiote !» se dit-il en s'asseyant à sa table, et, ouvrant un carton, il s'attaqua aussitôt avec ardeur à un dessin commencé. Jamais il ne travaillait mieux que lorsque sa vie allait mal, et, en particulier, lorsqu'il se disputait avec sa femme. « Ah, si je pouvais aller m'enterrer quelque part !» se disait-il, en continuant à travailler. Il dessinait une tête d'homme en proie à un accès de colère. Le dessin avait déjà été fait, mais il en était mécontent. Non, l'autre était mieux. Où est-il ? Il se rendit chez sa femme et, la mine renfrognée, sans la regarder, demanda à sa fille aînée où était le dessin qu'il leur avait donné. Le dessin fut retrouvé, mais il était tout sali et couvert de taches de stéarine. Il le prit néanmoins, le posa sur sa table et, s'éloignant et clignant des yeux, il se mit à le contempler. Soudain, il sourit et eut un geste de contentement. « C'est ça, murmura-t-il. Il prit aussitôt son crayon et commença à dessiner fébrilement. Une des taches de stéarine avait donné à l'homme une nouvelle pose. Il reproduisit ce nouvel aspect et soudain se souvint du visage énergique au menton proéminent du marchand chez qui il prenait ses cigares, et il donna à son sujet ce visage et ce menton. Il se mit à rire de bonheur. Son esquisse, jusque-là imaginée et privée de vie, devint vivante, définitive. Elle était animée, clairement délimitée. On pouvait rectifier le dessin conformément aux exigences du personnage. On pouvait, et on devait même écarter les jambes d'une autre façon, changer complètement la position du bras gauche, rejeter les cheveux en arrière. Tout en faisant ces retouches, il ne changeait pas le personnage. Il le débarrassait seulement de ce qui le recouvrait. Il ôtait en quelque sorte les voiles qui le dissimulaient partiellement. Chaque nouveau trait contribuait à donner à cette silhouette l'expression énergique que lui avait suggérée soudain la tache de stéarine. Il achevait son dessin soigneusement lorsqu'on lui apporta les cartes. Tout de suite. Il passa chez sa femme. « Allons, Sacha, ne sois pas fâché, » lui dit-il avec un sourire tendre et timide. « Nous avons eu tort tous les deux. J'arrangerai cela. » Et après s'être réconcilié avec sa femme, il enfila un paletot vert olive avec un col de velours, mit son chapeau et partit pour son atelier. Il avait déjà oublié son dessin. Maintenant, il ne songeait plus qu'à la visite de ses hôtes russes, de Marc, venu en calèche. Dans son fort intérieur, il pensait de la toile qui occupait maintenant son chevalet que personne n'avait jamais peint une toile pareille. Il ne pensait pas que son tableau fût supérieur à tous ceux de Raphaël, mais il savait que personne n'avait jamais rendu ce qu'il avait voulu rendre dans ce tableau. Il en était certain. Il le savait depuis longtemps, depuis qu'il avait commencé. Mais les jugements des gens, quels qu'ils fussent, avaient néanmoins pour lui beaucoup d'importance, et l'émouvaient jusqu'au fond de l'âme. La remarque la plus insignifiante, témoignant une compréhension, fût-ce minime, de ce qu'il voyait dans ce tableau le bouleversait. Il attribuait toujours à ses juges une profondeur de compréhension plus grande que la sienne, et il attendait toujours qu'ils lui révélassent un aspect insoupçonné de son tableau. Et souvent c'était, croyait-il, les propos des spectateurs qui lui révélaient sa peinture. Il parvint d'un pas rapide à la porte de son studio. Malgré son trouble, le doux éclairage enveloppant la silhouette d'Anna, qui causait avec Golenishtchev dans la pénombre tout en regardant le peintre approcher, le frappa. Sans s'en rendre compte lui-même,
Il attrapa et engloutit tout en marchant, cette impression comme le menton du marchand de tabac, et le cacha dans un coin de son cerveau d'où il l'extirperait lorsqu'il en aurait besoin. Les visiteurs, déjà prévenus contre le peintre par le récit de Golenishtchev, furent fâcheusement impressionnés par son aspect. De taille moyenne, trapu, la démarche sautillante, avec son chapeau brun, son manteau olive et ses pantalons étroits, emportés depuis longtemps et pantalons larges. La vulgarité de son large visage et la timidité qui s'y lisait, mêlée au désir de conserver sa dignité, Mikhaïlov produisait une impression désagréable. « Entrez, je vous en prie, » dit-il en s'efforçant de prendre un air indifférent, et, s'engageant dans le vestibule, il sortit la clé de sa poche et ouvrit la porte. Chapitre 11. Une fois dans son atelier, Mikhaïlov jeta un nouveau coup d'œil vers ses hôtes et enregistra encore dans son imagination l'expression du visage de Vronsky, en particulier ses pommettes. Tandis que son sens artistique travaillait sans relâche, rassemblant des matériaux, il se faisait une idée de ces trois personnages à l'aide d'indices imperceptibles, en proie à un trouble qui grandissait à mesure qu'approchait l'instant où l'on allait juger son œuvre. Celui-ci, Golenishtchev, était un Russe d'ici. Mikhaïlov ne se rappelait ni son nom, ni où il l'avait rencontré, ni de quoi ils avaient parlé. Il se rappelait seulement son visage, comme il se rappelait tous les visages qu'il avait vus une fois, mais il se rappelait aussi qu'il avait rejeté en imagination dans l'immense catégorie des visages pauvres d'expression avec un faux air d'originalité. Les cheveux longs et le front découvert donnaient un caractère superficiel à ce visage qui n'exprimait qu'une inquiétude puérile concentrée dans l'étroit espace qui séparait les deux yeux. Vronsky et Madame Karénine, dans l'esprit du peintre, devaient être des Russes importants et riches qui ne comprenaient rien à l'art, comme tous ces Russes riches qui jouent aux connaisseurs. Ils ont sûrement déjà fait le tour de la peinture ancienne et maintenant ils visitent les studios des peintres nouveaux, de ces charlatans d'Allemands et de ces imbéciles de préraphaélites anglais. Ils ne viennent chez moi que pour compléter leur inspection, se dit-il. Il connaissait les façons des dilettantes, et les pires étaient les plus intelligents. Il visitait les ateliers des peintres contemporains dans l'unique but d'avoir le droit de dire que l'art était en décadence, et que plus on regardait les peintres modernes, plus on voyait que les maîtres anciens demeuraient inimitables. Il prévoyait tout cela, le lisait sur leur visage, dans cette nonchalance indifférente avec laquelle il s'entretenait. Regardait les mannequins et les bustes, et se promenait sans la moindre gêne dans l'atelier, en attendant qu'il découvrît sa toile. Mais, malgré cela, tout en feuilletant ses études, en relevant les stores et en notant la draperie qui recouvrait son tableau, il éprouvait une violente émotion. D'autant plus violente que, bien qu'il se répétât que tous ces Russes riches et importants étaient des brutes et des imbéciles, Vronsky, et surtout Anna, lui plaisait. « Voici, leur dit-il, en s'écartant de sa démarche sautillante et en leur montrant le tableau. C'est la scène devant Pilate. Matthieu, chapitre 27, dit-il, en sentant que ses lèvres commençaient à trembler d'émotion.
Il s'éloigna et se plaça derrière eux. Pendant les quelques secondes où les visiteurs contemplèrent le tableau en silence, Mikhaïlov le contempla, lui aussi, d'un œil étranger et indifférent. Pendant ces quelques secondes, il attendit de ses visiteurs qu'il méprisait si cordialement, une minute plus tôt, un jugement supérieur et infaillible. Il avait oublié tout ce qu'il avait pensé de son tableau pendant les 3 années passées à le peindre. Il avait oublié tous ses mérites, pour lui indubitables. Il voyait son tableau d'un œil froid et indifférent, comme eux, et ne lui trouvait plus aucune qualité. Au premier plan, le visage renfrogné de Pilate, le calme visage du Christ, et, au second plan, les soldats de Pilate et le visage de Jean qui observaient ce qui se passait. Tous ces visages, fruits d'innombrables recherches, retouches et erreurs, qui avaient pris naissance en lui avec leur caractère propre, en lui causant toutes sortes de joies et de tourments, rectifiés 1000 fois pour s'accorder à l'ensemble, toutes les nuances des coloris et des tons obtenus à si grand-peine. Tout cela maintenant, lorsqu'il voyait par les yeux de ses visiteurs, lui semblait banal et sans originalité. Le visage du Christ lui-même, point central du tableau qu'il chérissait par-dessus tout et qui lui avait inspiré un tel enthousiasme lorsqu'il l'avait découvert, lui semblait un échec maintenant qu'il regardait le tableau avec leurs yeux. Il ne voyait plus qu'une bonne réplique, même pas bonne, car il y découvrait maintenant une quantité de défauts. De tous ces Christs, du Titien, de Raphaël, de Rubens. Les soldats et Pilate n'étaient, eux aussi, que des copies. Tout cela était plat, pauvre, vieux et même mal peint, bariolé et mou. Ils allaient lui faire des phrases poliment hypocrites, et ils auraient raison de le plaindre et de se moquer de lui lorsqu'il serait seul. Ce silence lui parut insupportable. Pourtant, il n'avait duré qu'une minute. Pour l'interrompre et montrer qu'il n'était pas ému, il fit un effort et se tourna vers Golenishtchev. « J'ai eu, je crois, le plaisir de vous rencontrer, » lui dit-il en jetant des regards inquiets tantôt à Anna, tantôt sur Vronsky, pour ne rien perdre du jeu de leur physionomie. Bien sûr, nous nous sommes vus chez Rossi. Vous vous souvenez ? Le soir où cette demoiselle italienne, la nouvelle Rachel, a déclamé, répondit Golenishtchev avec aisance, en détournant les yeux du peintre, du tableau, sans le moindre regret pour les reporter sur le peintre. Remarquant cependant que Mikhaïlov attendait un jugement sur son tableau, il lui dit « Votre tableau a beaucoup avancé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Aujourd'hui comme alors, c'est la figure de Pilate qui me frappe. On comprend si bien ce brave et excellent homme, fonctionnaire jusqu'au fond de l'âme, qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais il me semble... » Le visage mobile de Mikhaïlov s'illumina subitement. Ses yeux se mirent à briller. Il voulut dire quelque chose, mais dans son trouble, il ne put y parvenir, et fit semblant de tousser. Toute médiocrité que fût la compréhension de l'art qu'il attribuait à Golenishtchev, toute insignifiante que fût cette remarque sur le visage de Pilate, toute blessante que pût lui paraître cette observation qui passait sous silence l'essentiel, Mikhaïlov en fut ravi. Il pensait lui-même du visage de Pilate ce qu'en avait dit Golenishtchev. Cette observation fut une des milliers d'observations justes qu'on pouvait faire sur son tableau. Ne diminua pas pour lui l'importance de la remarque de Golenishtchev. Il se prit d'affection pour son hôte et passa brusquement de l'abattement à l'exaltation. Aussitôt,
son tableau s'anima devant lui et reprit la complexité de tout ce qui était vivant. Mikhaïlov essaya encore de dire qu'il comprenait lui aussi Pilate de cette façon, mais ses lèvres recommencèrent à trembler et il ne put articuler. Vronsky et Anna parlaient de cette voix assourdie qu'on prend ordinairement aux expositions de peinture, en partie pour ne pas froisser l'artiste, en partie pour ne pas dire à voix haute une de ces inepties qu'il est si facile de laisser échapper lorsqu'on parle d'art. Mikhaïlov crut deviner qu'ils étaient, eux aussi, impressionnés par son tableau. Il s'approcha d'eux. L'expression du Christ est admirable, dit Anna. De tout ce qu'elle avait vu, c'était surtout cette expression qui l'intéressait. Elle sentait que c'était le centre du tableau et que cet éloge ferait plaisir au peintre. On voit qu'il a pitié de Pilate. C'était encore une des innombrables remarques justes que l'on pouvait faire sur son tableau et sur le visage du Christ. Elle avait dit qu'il avait pitié de Pilate. Le visage du Christ devait aussi exprimer la pitié, de même qu'il exprimait l'amour, la paix surnaturelle, l'acceptation de la mort et la conscience de la vanité de la parole. Évidemment, Pilate avait l'air d'un fonctionnaire. Le Christ exprimait la pitié, puisque l'un était l'incarnation de la vie, de la chair, l'autre, celle de la vie de l'esprit. Tout ceci, mêlé à une foule d'associations, passa dans l'esprit de Mikhaïlov. Et à nouveau, son visage fut illuminé par l'enthousiasme. Oui, et comme c'est peint que d'espace autour de cette figure, on pourrait en faire le tour, dit Golenishtchev, en voulant montrer par cette remarque qu'il critiquait le caractère de ce personnage. Il y a là une maîtrise étonnante, dit Vronsky. Comme ces silhouettes de l'arrière-plan se détachent nettement. Voilà de la technique, dit-il, en se tournant vers Golenishtchev, faisant ainsi allusion à un entretien où il avait avoué qu'il désespérait acquérir cette technique. Oui, oui, c'est remarquable, appuyèrent Golenishtchev et Anna. Malgré l'état d'euphorie où il se trouvait, le mot « technique » toucha Mikhaïlov au cœur. Il regarda Vronsky d'un air courroucé et fronça les sourcils. Il avait souvent entendu ce mot de technique et ne comprenait décidément pas ce qu'on entendait par là. Il savait qu'on traduisait par ce mot la faculté mécanique de peindre et de dessiner, indépendamment du sujet. Il avait souvent remarqué, comme dans le compliment qu'on venait de lui faire, qu'on opposait l'habileté technique au mérite intrinsèque d'une œuvre, comme si on pouvait peindre bien ce qui était mal conçu. Il savait qu'il fallait beaucoup d'attention et de doigté pour ôter les voiles sans endommager l'œuvre elle-même, et pour ôter tous les voiles. Mais l'art de peindre n'avait rien à voir avec la technique. S'il était donné à un petit enfant ou à une cuisinière de voir ce qu'ils voyaient, ils sauraient cerner leur vision. Mais le technicien de la peinture le plus expérimenté et le plus habile ne pouvait rien peindre avec sa seule faculté mécanique s'il ne voyait pas auparavant les contours de son œuvre. De plus, il sentait que, puisque technique il y avait, on ne pouvait précisément lui faire compliment de la sienne. Dans toutes ses œuvres, il apercevait des défauts qui lui sautaient aux yeux et qui provenaient de son imprudence à ôter les voiles. Il ne pouvait plus les corriger sans compromettre l'œuvre tout entière. Et sur toutes les silhouettes, tous les visages, il apercevait encore des restes de voiles incomplètement enlevés et qui nuisaient à l'ensemble. Tout ce qu'on pourrait dire, si vous me permettez de faire cette remarque, observa Golenishtchev. Oh, j'en serais ravi,
Je vous en prie, dit Mikhailov avec un sourire contraint. C'est que chez vous, le Christ est un homme-dieu, et non Dieu fait homme. D'ailleurs, je sais que c'est là votre intention. Je ne peux peindre le Christ tel que je le sens profondément, répondit Mikhailov d'un air sombre. Oui, mais dans ce cas, si vous me permettez d'exprimer ma pensée, votre tableau est si beau que mon observation ne peut lui porter atteinte, et ce n'est d'ailleurs qu'une opinion toute personnelle. Chez vous, c'est autre chose. Le sujet lui-même est différent. Mais prenons Ivanov, par exemple. Je prétends que, puisqu'il a ramené le Christ au rang d'un personnage historique, il aurait mieux fait de choisir un thème plus nouveau, encore inexploré. Et si c'est le thème le plus sublime qui se propose à l'art? Si l'on cherchait, on en trouverait d'autres. Mais il est de fait que l'art ne souffre pas la discussion. Devant le tableau d'Ivanov, la même question se pose aux croyants et à l'incroyant. Est-ce Dieu ou n'est-ce pas Dieu? Et l'unité d'impression est détruite. Pourquoi donc? Il me semble que pour des gens cultivés, dit Mikhailov, il ne saurait y avoir de discussion. Golenishtchev ne fut pas de cet avis et, s'en tenant à sa première idée sur l'unité d'impression nécessaire à l'art, il mit Mikhailov en déroute. Celui-ci eut beaucoup s'agiter. Il ne sut rien dire pour se défendre.